le matin du 12 septembre 1942, à l'aérodrome de Charter Towers, dans le Queensland, en Australie. La chaleur montait en vagues depuis le tarmac, tandis qu'un bombardier léger, Douglas A-20, Hawk, roulait vers un hangar de fortune, construit avec de la tôle ondulée et de l'espoir. À l'intérieur, un homme de 43 ans, les mains tachées de graisse et le regard brûlant de détermination, s'apprêtait à changer le cours de la guerre du Pacifique. Son nom, Paul Irvin Papy Gunn. Dans 6 heures, l'avion qu'il avait modifié attaquerait un aérodrome japonais à Buna, en Nouvelle-Guinée. Si ces modifications fonctionnaient, les bombardiers américains auraient enfin les crocs nécessaires pour déchiqueter les navires japonais et frapper leurs installations terrestres. Mais si elles échouaient, des hommes mourraient, et le vieux pilote inventif passerait pour un fou, ayant gaspillé un temps et des ressources précieuses sur une idée insensée. Mais Papy Gunn ne pensait pas à l'échec. Il pensait à sa femme et à ses 4 enfants prisonniers dans un camp d'internement japonais à Santo Tomas, à Manille, à plus de 1700 milles au nord. Il pensait au convoi japonais qu'il avait vu passer la semaine précédente, échappant aux forces américaines, faute d'avions capables de voler assez bas, assez lentement et assez puissamment pour l'arrêter. Il pensait à la manière de transformer un bombardier moyen, conçu pour larguer ses bombes depuis 12 000 pieds, en quelque chose que les Japonais n'avaient jamais vu auparavant, un monstre rase-motte, capable de cribler les navires, de neutraliser les défenses anti-aériennes et de transformer les aérodromes ennemis en cimetières d'acier et de feu. Ce n'est pas l'histoire d'une technologie avancée résolvant un problème militaire. C'est l'histoire du fils d'un forgeron de l'Arkansas qui, avec rien d'autre que des épaves d'avions de chasse, quelques outils manuels et un désir désespéré de mettre fin à une guerre qui retenait sa famille, en otage transforma les bombardiers moyens américains en les gunships les plus redoutés du Pacifique. C'est l'histoire de l'improvisation, triomphant de l'ingénierie de la nécessité, engendrant une invention qui allait définir le soutien aérien rapproché pour des générations, et de la manière dont la fureur d'un homme transforma l'aluminium et les mitrailleuses en une arme qui contribuerait à briser l'empire japonais. Si vous appréciez cette plongée dans l'histoire, abonnez-vous et dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Le bombardier B-25 Mitchell de North American Aviation n'avait jamais été conçu pour être un gunship. Lorsqu'il sortit des chaînes de montage de l'usine d'Englewood, en Californie, en 1941, il avait été pensé comme un bombardier moyen, un avion de travail fiable destiné à délivrer d'importantes charges de bombes avec efficacité et précision depuis des altitudes modérées, entre 8 000 et 12 000 pieds, 2 moteurs Wright Air 2600, 64 pieds, du nez à la queue, une envergure de 95 pieds, un poids maximal de 33 000 livres, une vitesse de pointe de 230 mph et une autonomie d'environ 1300 miles. Le Mitchell était un appareil solide et fiable, baptisé en l'honneur du général de brigade William Billy Mitchell, prophète charismatique de la puissance aérienne, qui avait prouvé en 1921 que des avions pouvaient couler des cuirassés. Il embarquait 6 membres d'équipage, pilotes-copilotes, bombardiers navigateurs, opérateurs radio et 2 mitrailleurs. Son armement défensif comprenait une tourelle, arrière une tourelle dorsale et un compartiment ventral dont la mise en position prenait près d'1 minute. Le temps, pour un chasseur, 0, de faire 3 passes d'attaque. Les mitrailleuses latérales présentaient presque autant de danger pour les empennages verticaux et les nacelles moteurs du Mitchell que pour les avions ennemis. L'appareil était parfaitement conventionnel, parfaitement testé
et parfaitement inadapté à la guerre qui se menait dans le Pacifique Sud-Ouest en 1942. Dans les jungles et les îles de Nouvelle-Guinée et des îles Salomon, l'altitude était un luxe que les équipages américains pouvaient rarement se permettre. Le terrain dense et couvert rendait le bombardement à moyenne altitude inefficace. À 10 000 pieds, un bombardier pouvait repérer un navire, un aérodrome ou un dépôt de ravitaillement, mais les atteindre à travers la canopée sous le feu de la DCA et la menace constante des zéros relevait de l'exploit. Les bombes larguées de haut se dispersaient. Beaucoup disparaissaient dans la jungle sans exploser, d'autres tombaient inutilement dans l'eau. Celles qui touchaient une cible causaient souvent peu de dégâts, faute de précision. Pendant ce temps, les convois japonais naviguaient chaque nuit, ravitaillant des garnisons isolées, renforçant des positions menacées, transportant hommes et matériel à travers leur vaste empire pacifique. Les sous-marins américains infligeaient des pertes, mais ils ne pouvaient pas être partout. Les forces aériennes de l'armée américaine avaient besoin d'un moyen pour marteler ces convois depuis le ciel, pour nier à l'ennemi la liberté de mouvement que la géographie semblait lui accorder. Il leur fallait des avions capables de voler bas, de survoler longuement leurs cibles, de supprimer le feu défensif et de frapper violemment navires et installations côtières. Le problème ? Aucun avion de ce type n'existait dans l'arsenal américain au milieu de 1942. Les chasseurs, comme le P-40 Warhawk et le P-39 Era Cobra, avaient la vitesse et la maniabilité nécessaires pour des attaques en rase-motte, mais il leur manquait l'autonomie, la puissance de feu et la capacité de survie pour soutenir des opérations contre des objectifs bien défendus. Les lourds bombardiers, tels que le B-17 Flying Fortress, avaient été conçus pour le bombardement stratégique en haute altitude, pas pour la destruction de navires à basse altitude. Les bombardiers légers comme le Douglas A-20, Hawk, montraient un certain potentiel, mais ils étaient en nombre trop limité. Le B-25, Mitchell bombardier moyen, devenait disponible en quantité croissante, mais il avait été conçu pour un profil de mission complètement différent. Ce dont la US Air Force avait besoin, c'était d'un appareil combinant l'autonomie et la charge utile d'un bombardier moyen, avec la puissance de tir frontal d'un chasseur. Ils avaient besoin de quelque chose capable d'approcher les objectifs à la hauteur des crêtes d'écume, de réduire au silence la DCA avec des salves de mitrailleuses lourdes, puis soit de découper la cible à la mitrailleuse, soit de les éperonner, en lâchant des bombes de 500 livres si basses qu'elles ricochèrent sur l'eau comme des pierres, avant d'ouvrir des brèches sous la ligne de flottaison. Ils avaient besoin d'un gunship, et ils en avaient besoin dans des semaines, pas des mois, pas des années, parce que chaque semaine de retard signifiait davantage de rotations de ravitaillement japonaises, davantage de positions renforcées et davantage de soldats américains et australiens morts sur des champs de bataille de jungle où l'appui aérien faisait la différence entre la survie et l'anéantissement. C'est alors qu'entra en scène le général de division George C. Kenney, arrivé en Australie en août 1942 pour prendre le commandement des forces aériennes alliées dans le théâtre du Sud-Ouest Pacifique. Kenney, 53 ans vétéran de la Première Guerre mondiale, était un homme sans patience pour l'orthodoxie lorsque celle-ci coûtait la vie à ses hommes. Il commença aussitôt à visiter ses bases éparpillées, cherchant des solutions aux problèmes tactiques qui saignaient à blanc sa force de bombardement. À l'aérodrome de Charter Towers au sud de Townsville, dans le Queensland, il découvrit quelque chose d'intéressant, un ancien pilote de la marine, couvert de graisse, dans la quarantaine, travaillant sous un abri sur un Douglas A-20 Hawk
en train de le convertir d'un bombardier léger en toute autre chose. Paul Irvin Gunn, que tout le monde appelait Papy, car à 43 ans, il était considéré comme vieux, selon les standards de l'aviation, n'était pas un officier comme les autres que Kenney avait rencontrés. Gunn s'était enrôlé dans la marine en 1918, avait servi 21 ans comme mécanicien aéronautique, puis pilote de l'aéronavale, et avait pris sa retraite en décembre 1939 en tant que premier maître. Il était expert du vol à très basse altitude, mécanicien d'avion, doué, et comprenait les avions comme un forgeron. Comprendre le fer, il savait les façonner de ses mains. Après avoir quitté la marine, Gunn avait déménagé sa famille aux Philippines, où il contribua à lancer Philippine Airlines, exploitant 5 appareils Beechcraft privés sur des lignes de fret et de passagers à travers les îles. Quand les Japonais attaquèrent Pearl Harbor le 7 décembre 1941, Gunn se trouvait à Manille. Le major général Lewis Brereton, commandant des forces aériennes d'Extrême-Orient, réquisitionna immédiatement les appareils et le personnel de Philippine Airlines. Gunn fut assermenté dans l'armée de l'air, en tant que capitaine mis à la tête d'un escadron de transport de fortune et chargé d'évacuer le personnel militaire des territoires occupés par les Japonais. Pendant 6 semaines, Gunn effectua mission après mission dans l'espace aérien ennemi, à bord d'appareils non armés et non blindés, évacuant pilotes, larguant des vivres aux troupes assiégées sur Bataan et réalisant des prouesses de vol à basse altitude qui lui valurent la réputation d'être soit le pilote le plus brave, soit le plus fou des Philippines. Il survécut à un crash dans une plantation de cocotiers où il fut secouru par le propriétaire de la plantation, un homme qu'il avait transporté comme passager en temps de paix. À la fin janvier 1942, Gunn prit l'un des derniers avions quittant les Philippines pour l'Australie, emmenant du personnel clé en lieu sûr. Mais il laissa derrière lui sa femme, Clara Louise, et leurs 4 enfants, Nathaniel Coney, Julie et Paul Jr., pris à Manille lorsque la ville tomba. Le 20 janvier 1942, les Japonais rassemblèrent les civils américains et alliés et les internèrent à l'université de Santo Tomas. La famille de Papy Gunn resta prisonnière là-bas pendant 3 ans, vivant de rations de famine, soumise à une discipline brutale, s'étiolant lentement, tandis qu'il combattait depuis l'Australie, incapable de les rejoindre ni de les protéger, ne pouvant qu'essayer de tuer autant de Japonais que possible, dans l'espoir désespéré qu'une fin plus rapide de la guerre sauverait leur vie. C'était l'homme que le général Kenney trouva en train de travailler sur un avion sous un abri de tôle à Charter Towers en août 1942. C'était l'homme qui, lorsqu'on lui demanda ce qu'il faisait, expliqua qu'il installait 4 mitrailleuses calibre .50 dans le nez du bombardier, remplaçait la verrière en plexiglas par de la tôle solide et transformait le bombardier léger en un rase-motte de feu capable de supprimer la DCA et de réduire en lambeaux avions et installations ennemies. Kenny demanda d'où Gunn avait obtenu les mitrailleuses. Gunn expliqua qu'il les récupérait sur des chasseurs accidentés, dispersés sur les aérodromes australiens des P-40 Warhawks et des P-39 Era Cobra endommagés, au-delà de toute réparation, mais dont les armes fonctionnaient. Les stocks de mitrailleuses calibre .50 de la VE Air Force étaient extrêmement limités dans tout le sud-ouest Pacifique. Il n'y en avait jamais assez. Alors Gunn fit ce que tout bon mécanicien ferait. Il improvisa. Il trouva des épaves. Il récupéra des armes. Il fabriqua des supports. Il testa, ajusta, testa encore. Il fit fonctionner le système parce que faire fonctionner était la seule option. Le général Kenney fut impressionné. Ce vieux marin comprenait quelque chose que le personnel de l'état-major, dans ses bureaux confortables, ne comprendrait jamais.
La guerre ne se gagne pas en suivant des procédures, mais en résolvant des problèmes. Et les meilleures solutions viennent souvent de ceux qui connaissent leurs outils assez intimement pour les plier à de nouveaux usages. Kenney plaça immédiatement Gunn sur son état-major personnel comme officier chargé de projets spéciaux et lui donna un mandat simple: convertir plus d'appareils, les rendre plus meurtriers et le faire vite. Gunn se mit au travail, avec une fureur qui étonna tous ceux qui l'entouraient. Il n'était pas seulement un ingénieur résolvant un problème technique, c'était un père tentant de sauver sa famille en raccourcissant la guerre. Chaque appareil qu'il modifiait, chaque mission effectuée par cet appareil, chaque navire japonais coulé ou aérodrome détruit, rapprochait la guerre de Manille, de Santo Tomas, de sa femme et de ses enfants. La fureur est un puissant moteur. Le désespoir est un ingénieur encore plus puissant. Début septembre 1942. Gunn avait converti plusieurs A-20 en raseurs. Les modifications étaient rudimentaires, mais efficaces. 4 mitrailleuses Browning M2, calibre 50 montées dans le nez. Des panneaux métalliques solides remplaçant la station transparente du bombardier. Un stockage supplémentaire de munitions. Des racks à bombes modifiés pour porter des bombes à fragmentation parachutée. De petites bombes ralenties par des parachutes afin que l'avion attaquant puisse s'éloigner du rayon d'explosion même à très basse altitude. Ces bombes, parafragues, descendaient doucement sur les aérodromes et installations ennemies, explosant au-dessus des appareils, au sol, et des dépôts de carburant, les arrosant de fragments rouges chauds et de phosphore blanc qui mettèrent le feu à tout ce qu'ils touchaient. Les A-20 convertis furent testés au combat le 12 septembre 1942 lors d'un raid contre l'aérodrome japonais de Buna, en Nouvelle-Guinée. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Volant à hauteur ras de l'eau et au niveau des cimes, les raseurs fondirent avant que les défenseurs n'aient le temps de réagir, supprimant la DCA avec des nappes de balles perforantes, calibre .50, puis larguant leurs bombes, parafragues, directement sur la cible. Les avions japonais pris au sol explosèrent. Les dépôts de carburant détonèrent. Les bâtiments se désintégrèrent. Les avions japonais légèrement construits pour l'agilité et l'autonomie, mais non blindés, se déchirèrent sous les projectiles transperçants, filant à 2900 pieds par seconde. Les raseurs remontèrent et s'éloignèrent, laissant derrière eux une traînée de destruction qui ressemblait à la colère d'un dieu. Le général Kenney ordonna immédiatement à Gunn de faire la même chose sur le B-25 Mitchell. C'était un défi plus important. L'A-20 était un bombardier léger relativement petit et relativement facile à modifier. Le B-25 était un bombardier moyen plus grand, plus complexe, avec une aérodynamique et des considérations structurelles différentes. Ajouter du poids dans le nez d'un avion affecte son centre de gravité, donc sa stabilité et sa maniabilité. L'installation de mitrailleuses crée des forces de recul qui doivent être absorbées par la cellule. Modifier un bombardier conçu pour un vol horizontal en haute altitude, afin qu'il effectue des attaques en rase-motte, signifiait accepter des risques qu'aucun ingénieur de North American Aviation n'aurait approuvés. Mais Papy Gunn ne travaillait pas pour North American Aviation. Il travaillait pour le général Kenney. Et le général Kenney se moquait de ce que le manuel disait être possible. Il se préoccupait de ce qui devait être fait. Gunn fut aidé par Jack Fox, un représentant technique de North American Aviation, basé à Charter Towers. Fox envoya des dessins des modifications proposées par Gunn à l'usine de Long Beach, Californie, mais il y avait trop peu de B-25 dans le théâtre pour en sacrifier quelques-uns
à des expérimentations. Les premiers B-25 étaient nécessaires pour des missions de bombardement conventionnelles. Gunn devrait attendre que davantage d'appareils arrivent avant de pouvoir commencer les conversions qui allaient définir le reste de la guerre aérienne dans le Pacifique. L'attente était une torture. Chaque jour signifiait davantage de rotation, de ravitaillement, plus de renforts, plus de soldats américains mourant sur les champs de bataille de jungle et plus de temps passé par sa famille dans ce camp d'internement. Gunn vola lui-même en mission de combat, testant ses conversions d'A-20, affinant les tactiques, éprouvant le concept. Il effectua plus de missions que presque n'importe quel autre homme dans le théâtre, accumulant des heures de combat et des victimes ennemies, remportant 2 Distinguished Flying Crosses, la Silver Star, la Legion of Merit, l'Air Medal, et finalement 9 Purple Hearts, 9 blessures distinctes. 9 fois, il saigna au combat et continua à voler. Fin 1942. Des B-25, Mitchell, arrivèrent en Australie en plus grand nombre. Le général Kenney autorisa Gunn à lancer le programme de conversion. Travaillant avec une petite équipe de mécaniciens, Gunn établit un centre de conversion des B-25 à Townsville. Les modifications furent étendues. Retirer la verrière transparente du bombardier, la remplacer par des panneaux métalliques solides, installer 8 mitrailleuses Browning calibre 50, 4 dans le nez, 4 dans des carénages sous les ailes, ou des emplacements de fuselage. Certains appareils reçurent des armes supplémentaires, 2 mitrailleuses frontales de plus, dans des éperons latéraux de part et d'autre du nez, portant l'armement frontal total à 10 ou même 12 mitrailleuses lourdes. Ajouter des tourelles dorsales à des canons pouvant être synchronisés pour tirer vers l'avant avec les armes fixes. Certains B-25 purent ainsi aligner 14 mitrailleuses calibre 50 sur une cible simultanément. Chaque mitrailleuse tirait 850 coups par minute. Chaque coup était un projectile perforant d'un diamètre d'un demi-pouce, voyageant à 2900 pieds par seconde. 14 armes équivalent à 11 900 coups par minute, soit près de 200 coups par seconde, créant un cône de destruction si dense que tout ce qui s'y trouvait se désintégrait simplement. Les conversions prirent du temps des semaines, pas une improvisation d'une nuit. Ce ne fut pas une série d'astuces désespérées, mais un programme soutenu de modifications et d'essais. Chaque appareil devait être modifié avec soin pour maintenir l'intégrité structurelle. Les armes devaient être alignées, testées, ajustées. Il fallait installer et déboguer les systèmes d'alimentation en munitions. Les pilotes durent apprendre de nouvelles tactiques pour un avion qui se comportait différemment, pesait davantage au nez et nécessitait des techniques de pilotage adaptées au poids supplémentaire des mitrailleuses et des munitions. Mais les résultats, lorsqu'ils arrivèrent, furent dévastateurs. La première escadrille de B-25 Razor fut prête au combat au début de 1943. Ils allèrent prouver leur valeur de la manière la plus spectaculaire qui soit la bataille de la mer de Bismarck, l'une des victoires les plus déséquilibrées de l'histoire de l'aviation navale. Un affrontement qui démontrerait sans le moindre doute que les gunships bricolés de Papy Gunn avaient changé la guerre du Pacifique pour toujours. Au premier jour de mars 1943, des rapports de renseignement parvinrent au quartier général du général Kenney à Port Moresby, Nouvelle-Guinée. Un convoi japonais s'assemblait à Rabaul, 8 navires de transport transportant près de 7000 soldats, escortés par 8 destroyers. Destination, les Nouvelle-Guinée, où les forces japonaises étaient sous pression en raison des avancées alliées. Le convoi représentait un renforcement massif, assez de troupes pour renverser le cours de la campagne terrestre et suffisamment de fournitures
pour soutenir la résistance japonaise pendant des mois. Le général Kenney savait ce qu'il devait faire. Le convoi devait être détruit, pas simplement endommagé ou retardé chaque navire, chaque soldat, chaque tonne de ravitaillement. Car si ces 7000 hommes atteignaient les soldats américains et australiens, paieraient cela de leur sang sur des champs de bataille, de jungle, où l'ennemi disposait déjà de tous les avantages que le terrain pouvait offrir. Kenney disposait des avions pour accomplir la mission. Il avait des B-17 Flying Fortress pour le bombardement en haute altitude. Il avait des B-25 Mitchell, à la fois en version conventionnelle et en conversion Pappy Gun. Il avait des A-20 Havoc également modifiés. Il disposait de P-38 Lightning pour l'escorte et le mitraillage. Et il avait une nouvelle tactique testée sur des engagements plus modestes, mais jamais employée contre une cible aussi vaste, aussi bien défendue et aussi cruciale, le skip bombing. Le concept du skip bombing est simple en théorie, terrifiant en exécution. Un bombardier approche sa cible à très basse altitude, 200 pieds, ou moins parfois aussi bas que 50 pieds au-dessus des vagues. À portée très rapprochée, peut-être un quart de mile de la cible, le bombardier lâche ses bombes selon une trajectoire légèrement ascendante. Les bombes ricochent sur l'eau, comme des pierres plates lancées par des enfants sur un étang. Sauf que ces pierres pèsent 500 miodoruba et contiennent de puissants explosifs. Elles ricochent une fois, 2 fois, puis s'écrasent contre la coque du navire, à ou sous la ligne de flottaison, précisément là où les architectes navals savent qu'un navire est le plus vulnérable. L'explosion ouvre la coque à la mer, le navire prend l'eau, le navire coule. Mais le skip bombing exige que les pilotes volent directement vers de puissants navires de guerre, à travers des murs de tirs anti-aériens si bas qu'une seule erreur signifie heurter l'eau et se désintégrer. Assez lent pour que les artilleurs ennemis aient le temps de viser. Assez près pour que si la bombe explose prématurément, l'avion attaquant soit pris dans sa propre déflagration. Cette manœuvre exige des nerfs d'acier et un sens du timing parfait. Elle exige des avions capables de réprimer les tirs anti-aériens assez longtemps pour que le bombardier puisse larguer sa charge et s'échapper. Elle exige les B-25 Straffer de Pappy Gun. Si vous trouvez cette histoire captivante, prenez un instant pour vous abonner et activer les notifications. Cela nous aide à continuer de produire du contenu approfondi comme celui-ci. La bataille de la mer de Bismarck commence le 2 mars 1943. Le convoi japonais quitte Rabaul, filant vers le sud-ouest à travers la mer des Salomon, en direction du golfe de Yonne et de Lae. Des avions de reconnaissance australiens repèrent le convoi et le suivent transmettant sa position et sa trajectoire. Le général Kenney mobilise ses groupes aériens, bombardiers et chasseurs, décoltes de base répartis dans toute la Nouvelle-Guinée et le nord de l'Australie. La météo est épouvantable, nuages épais, averse visibilité réduite, mais ce mauvais temps joue en faveur des Alliés permettant aux avions d'approcher sans être repérés jusqu'au dernier moment. Les premières attaques sont classiques. Les B-17 Flying Fortress bombardent depuis les hauteurs les 2 et 3 mars, infligeant peu de coups directs, mais forçant le convoi à manœuvrer sans cesse, ralentissant sa progression. Puis le matin du 3 mars, le ciel se dégage, et Kenney lâche les Straffer. Les B-25 et A-20 modifiés arrivent très bas, si bas que leurs hélices soulèvent l'écume des vagues. Ils avancent en formation un mur d'avions fonçant sur le convoi à 200 miles à l'heure. Les navires japonais les aperçoivent. Les canons anti-aériens ouvrent le feu.
Des canons de 20 et 25 mm dressent des murs d'obus explosifs. Les pièces plus lourdes de 40 mm projettent des salves en arcs brillants. Le ciel se remplit de tracers de nuages noirs, d'explosions de fumée et de fureur, d'une défense désespérée. Et puis, les strafeurs ouvrent le feu, 14 mitrailleuses de calibre .50 par avion. Plusieurs appareils attaquent simultanément. Des milliers de balles par seconde s'abattent sur les navires japonais. L'effet est apocalyptique. Les équipes de tir anti-aériens sont fauchées là où elles se tiennent. Les boucliers des canons sont criblés comme du papier. Les vitres des passerelles éclatent. Les superstructures sont déchiquetées. Les projectiles perforants traversent les blindages légers, ricochent sur les cloisons d'acier, déchirent les structures en bois, déclenchent des incendies, font exploser les munitions. Les artilleurs japonais, qui survivent à la première vague, se retrouvent écrasés sous le feu, incapables de viser, incapables de riposter contraints, de se mettre à couvert, alors que les balles de calibre 50 pulvérisent tout autour d'eux. Dans cette brève fenêtre de silence, les B-25 de bombardement rasant et les Mitchells conventionnels larguent leurs charges. Les bombes de 500 livres rebondissent, sont sur l'eau. Certaines manquent leur cible. La guerre n'est jamais parfaite, mais beaucoup frappent. Elles s'écrasent sur les coques sous la ligne de flottaison et explosent avec la puissance d'une demi-tonne d'explosifs concentrés sur la partie la plus faible de la structure du navire. Les plaques d'acier se tordent, les soudures l'eau s'engouffrent. Les navires de transport chargés de troupes et de matériel sont particulièrement vulnérables. Ce ne sont pas des bâtiments de guerre, ils n'ont ni blindage, ni système de lutte contre l'incendie sophistiqué. Quand les bombes frappent, quand les coques s'ouvrent sur le Pacifique, ils commencent à couler immédiatement. Les soldats piégés sous le pont, dans les compartiments inondés, n'ont aucune issue. Les navires s'enfoncent, gîtent sur un côté, puis se renversent ou se brisent, glissant sous les vagues. Les destroyers s'en sortent mieux. Ce sont des navires de guerre conçus pour encaisser, mais même eux ne peuvent résister à une attaque aussi coordonnée. L'un reçoit une bombe en plein centre et se brise en deux. Un autre est tellement criblé de balles calibre .50 qu'il devient incontrôlable, dérivant en cercle, tandis que les incendies font rage. Un troisième tentant de secourir les survivants d'un transport coulé est pris pour cible par les strafeurs et transformé en bûcher flottant. La bataille se poursuit pendant 3 jours. Chaque fois que les Japonais essaient de secourir des survivants, les avions alliés réapparaissent. Chaque fois qu'un navire endommagé tente de fuir, il est attaqué de nouveau. Les B-25 Straffer chassent comme des loups, travaillant en coordination avec les bombardiers conventionnels, les chasseurs et les avions de reconnaissance qui repèrent les cibles. Ils utilisent les nouvelles bombes à fragmentation parachutée, les laissant flotter au-dessus des ponts des destroyers, tuant le personnel exposé, provoquant des incendies, répandant le chaos. Ils mitraillent les canaux de sauvetage et les débris non par cruauté, mais parce que ces survivants sont des soldats qui, s'ils étaient secourus, reprendraient les armes sur les champs de bataille de Nouvelle-Guinée. Le 4 mars, la bataille de la mer de Bismarck est terminée. Les résultats sont stupéfiants. 8 navires de transport, coulés 4 destroyers, coulés 3 autres, lourdement endommagés. Environ 3000 soldats japonais périssent dans les navires coulés ou dans l'eau. Moins de 1000 atteignent la terre ferme, et la plupart sont immédiatement capturés ou tués par les forces alliées. L'effort de renforcement est anéanti. Les fournitures, destinées à soutenir la garnison japonaise de Lehei pendant des mois, reposent désormais au fond de la mer de Bismarck. Les pertes alliées: 4 appareils abattus, 13 membres d'équipage tués,
ou portés disparus. C'était l'une des victoires les plus déséquilibrées de toute l'histoire militaire. Et au centre de cet exploit, rendant tout cela possible, se trouvaient les B-25 modifiés de Papy Gun, les Straffer, qui avaient réduit au silence les tirs défensifs permis aux bombardiers, rasant d'approcher et déchirer les navires japonais sous un feu concentré de mitrailleuses. Le général Kenney ordonna immédiatement davantage de conversions. La nouvelle se répandit dans tout le théâtre du Pacifique. D'autres forces aériennes voulurent leur Straffer. La 13th Air Force envoya ses B-25 à Brisbane pour conversion, tandis que les dépôts de maintenance de Townsville commencèrent à modifier d'autres appareils. Même la 10th Air Force, en Inde, adopta les mêmes améliorations. Ce qui avait commencé comme l'improvisation désespérée d'un homme dans un hangar de tôle du Queensland devint une pratique standard à travers tout le Pacifique. Mais l'histoire ne s'arrêta pas au succès tactique, car North American Aviation, en Californie, observait attentivement. Les représentants d'usines envoyaient des rapports détaillant les modifications de Gun. Les ingénieurs de Long Beach étudiaient les résultats et commencèrent à intégrer ces idées dans les modèles de production. À la fin de 1943, North American lança le B-25 Joe. La verrière transparente avait disparu, remplacée par un nez métallique abritant un canon M4 de 75 millilitres, un canon de char monté sur un avion tirant des obus explosifs de 3 livres, capable d'atteindre des navires à 2000 et de couler de petites embarcations d'un seul coup. Des mitrailleuses, calibre -50, complétaient l'armement. Le concept était audacieux, mais l'exécution problématique. Le canon de 77 mm produisait un recul énorme. À chaque tir, l'appareil tout entier tremblait et les pilotes peinaient à garder le contrôle. Le chargement manuel était lent et l'approvisionnement en munitions limité. Après seulement 7 semaines de combat, les unités équipées du B-25G avaient épuisé tout leur stock de munitions. Les Mitchell, armés d'un canon, furent une expérience intéressante. Mais au final, ils se révélèrent moins efficaces que la solution plus simple de Papy Gun, davantage de mitrailleuses. Apparut ensuite le B-25H, environ 1000 exemplaires construits, avec encore plus d'armes. Le canon de 75 mm fut remplacé par une version plus légère, à 14 mitrailleuses, 8 dans le nez, 4 dans des éperons latéraux et 2 dans la tourelle dorsale. Certains modèles H emportaient également des roquettes aériennes de 5 pouces à grande vitesse, tirées en salves dévastatrices. Mais l'expression ultime de la vision de Gun fut le B-25J introduit en 1944. North American en construisit plus de 4000 exemplaires. Beaucoup sortirent d'usine avec un nez transparent pour le bombardement conventionnel, mais les dépôts alliés produisirent des kits de conversion, Straffer. Une fois converti, un B-25J emportait 18 mitrailleuses calibre, 58 dans le nez, 4 dans le fuselage, 2 dans la tourelle dorsale, 1 de chaque côté et 2 dans la queue. 14 de ces 18 canons tiraient vers l'avant. 18 mitrailleuses sur un seul appareil. Un taux combiné de 15 300 coups par minute, soit plus de 250 coups par seconde. Un B-25J Straffer tirant toutes ses armes frontales déversait plus de plomb qu'une compagnie d'infanterie entière équipée de fusils. L'effet n'était pas seulement la destruction, c'était la désintégration. Ces Mitchell surarmés continuèrent à frapper les cibles japonaises en Nouvelle-Guinée, aux Philippines et à Okinawa jusqu'à la fin de la guerre. Ils mitraillaient les aérodromes, détruisaient les avions au sol, attaquaient les ponts et coupaient les lignes de ravitaillement. Ils chassaient les barges côtières, appuyaient les troupes au sol, avec une précision et une violence inédites. Ils furent si redoutables
que des documents ennemis capturés recommandaient aux soldats japonais de ne jamais attaquer quand les strafeurs étaient au-dessus d'eux. Leurs armes étaient inutiles contre ces monstres, et riposter ne ferait que les rendre plus furieux. Les équipages des strafeurs développèrent leur propre tactique et leur propre réputation. Ils volaient si bas qu'ils pouvaient voir les expressions sur les visages des soldats ennemis. Ils attaquaient depuis des angles inattendus, au-dessus des montagnes, le long des vallées ou des côtes, utilisant le relief pour masquer leur approche jusqu'à la dernière seconde. Et surtout, ils opéraient en parfaite coordination, comme une seule et même arme. Un appareil supprime le feu pendant qu'un autre porte le coup de grâce. Ils sont redoutés, ils sont haïs, ils sont impitoyables. Et derrière chacun de ces avions se trouve la fureur désespérée de Papy Gunn, canalisée en ingénierie, transformée en létalité. Le Major Gunn est promu pour ses innovations et son dossier de combat est finalement renvoyé aux États-Unis pour superviser la production en usine des nouvelles variantes du B-25 chez North American Aviation. C'est une reconnaissance de ses contributions, une preuve que ces modifications de terrain ont si bien réussi qu'il faut les intégrer aux appareils de série. Mais Gunn ne veut pas de gloire. Il veut être dans le Pacifique, combattre, tuer des Japonais, raccourcir la guerre qui tient sa famille en otage. Il retourne au Pacifique dès qu'il le peut. Il continue de piloter des missions de combat et de prendre des risques qui rendent ses commandants nerveux. À la fin de 1944, une attaque japonaise par bombardement sur Leyte, aux Philippines, le surprend au sol. Il est blessé, sa 9e Purple Heart, si grièvement qu'on le retire du front actif. La guerre se poursuit sans lui. Mais le programme Straffer qu'il a initié est désormais si intégré aux opérations aériennes du Pacifique qu'il n'a plus besoin de lui. En février 1945, les forces américaines libèrent Manille. Elles combattent maison par maison, bâtiment par bâtiment, contre des défenseurs japonais, fanatiques, qui préfèrent la mort à la reddition. Le 3 février, les troupes américaines atteignent l'université de Santo Tomás. Elles y trouvent plus de 3000 internés, affamés, malades et traumatisés par 3 années de captivité, parmi eux, Clara Louise Gunn et leurs 4 enfants. Papy Gunn retrouve sa famille. Ils sont vivants, amaigris, traumatisés, à jamais par leur épreuve, mais vivants. La guerre qu'il a cherché à raccourcir, les modifications qu'il a réalisées, les missions qu'il a menées, les Japonais qu'il a abattus, tout cela visait ce moment. Sa famille survit. Les Philippines sont libérées. La guerre suit son cours vers sa conclusion. Gunn prend sa retraite des Army Air Forces avec le grade de colonel le 30 juin 1948, médicalement inapte en raison de ses blessures accumulées. Il retourne aux Philippines pour reconstruire Philippine Airlines, la compagnie qu'il avait contribué à fonder avant la guerre. La société se développe, assure des liaisons à travers le Pacifique Sud et devient l'un des principaux transporteurs de la région. Gunn reprend les airs non plus pour le combat, mais pour le commerce transportant passagers et fret au lieu d'armes et de fureur. Le 11 octobre 1957, le colonel Paul Irvine, Papy Gunn, meurt lorsque son Beechcraft 18, affrété, s'écrase dans une tempête au-dessus des Philippines. Il avait 57 ans. Il avait survécu à 21 années dans la marine, à 5 années de combats brutaux, dans la guerre du Pacifique, à 9 blessures de combat, à d'innombrables frôlements de la mort, et à la perte de presque tout ce qui comptait pour lui durant les années sombres où sa famille était emprisonnée. Une tempête au-dessus des îles qu'il aimait l'emporte finalement. Mais son héritage perdure.
Le concept de Straffer, qui la pionnière, ne meurt pas avec lui. Pendant la guerre de Corée, des B-25 modifiés fournissent de l'appui aérien rapproché en utilisant les mêmes tactiques que Gunn avait développées. L'armement principal, lourd à tir frontal sur une plateforme stable, devient doctrine. Dans les années 1960, lorsque les États-Unis commencent à développer des gunships pour le Vietnam, les ingénieurs se tournent vers le travail de Papy Gunn. Ils étudient ces modifications, comprennent sa vision. Parfois, la meilleure arme n'est pas la plus récente, ni la plus technologiquement avancée, mais celle qui place la puissance de feu exactement là où elle est nécessaire. L'AC-47, Spooky première gunship moderne, utilise des armes tirant vers le flanc et un virage en pylon, une approche différente des Straffer tirant vers l'avant, mais partage la même idée, convertir des avions de transport et de bombardement en plateformes d'armes dévastatrices. L'AC-130 Spectre encore en service aujourd'hui, avec des obusiers de 105 mm et des systèmes de ciblage sophistiqués, est un descendant direct de la vision de Gunn. Prendre un avion conçu pour une mission, le modifier pour une autre, et créer une arme si efficace qu'elle change la manière de faire. La guerre, tel est l'héritage. Toute doctrine d'appui aérien rapproché, depuis les années 1940, reconnaît, implicitement ou explicitement, que Papy Gunn avait raison, le désespoir peut engendrer l'innovation. Les modifications de terrain peuvent devancer la conception d'usine, et le camp prêt à improviser, à enfreindre les règles et à transformer ses outils en armes inédites, obtient un avantage que la technologie seule ne peut fournir. L'ironie est profonde et multiple. Un bombardier conçu pour larguer des munitions depuis les hauteurs devient un raseur rasant. Un ancien pilote de la marine retraité et à la tête d'une compagnie civile devient l'un des designers d'armes les plus novateurs de la guerre. Un programme de modification d'avions né de la désespérance et de pièces récupérées devint le fondement d'une doctrine de gunship utilisée pendant plus de 80 ans. Un homme qui se battait pour sauver sa famille contribua à détruire un empire. Et voici la plus grande ironie, le B-25 Mitchell, que Papy Gunn avait modifié si radicalement, n'était jamais censé être un avion d'appui rapproché. Il devait larguer des bombes depuis une altitude moyenne, être sûr, orthodoxe, conventionnel. Mais l'orthodoxie ne gagne pas les guerres. L'innovation le fait, la désespérance le fait, la fureur canalisée dans l'ingénierie le fait. Le matin du 12 septembre 1942, l'A-20 modifié de Papy Gunn attaqua Bouna. Le raid fut un succès, au-delà de toutes les attentes. Mais Gunn ne célébra pas. Il planifiait déjà la prochaine modification, la prochaine amélioration, la prochaine innovation. Chaque jour où la guerre se prolongeait était un jour de plus que sa famille passait dans ce camp. Chaque mission de ses avions, chaque position ennemie, détruite par ces modifications, rapprochait la fin. La guerre est souvent décrite comme une histoire de grande stratégie et de commandants déplaçant des armées comme des pièces d'échecs. Mais elle se gagne aussi dans des hangars de tôle, sous la chaleur australienne, par des anciens marins d'âge mûr, les mains pleines de graisse et la colère au cœur, par des hommes qui comprennent que parfois la différence entre victoire et défaite, c'est simplement d'oser regarder un avion parfaitement conforme à la doctrine et se demander « Et si on ajoutait plus de mitrailleuses ?» Papy Gunn a posé cette question. Il y a répondu avec une clé à molette et un chalumeau. Et l'Empire du Japon en a payé le prix, en sang et en acier, au fond de la mer de Bismarck. Le B-25 Mitchell vola dans tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale. Il participa au raid de Doolittle sur Tokyo, bombarda en Europe, en Afrique et en Asie, et servit
avec distinction dans des dizaines de forces aériennes à travers le monde. Près de 10 000 exemplaires furent construits, fiables, polyvalents, aimés de leurs équipages. Mais dans le Pacifique Sud-Ouest, le Mitchell était plus que cela. C'était un gunship, un tueur de navires, une arme de terreur qui força les Japonais à abandonner les convois de jour, à disperser leurs routes de ravitaillement, à admettre que la puissance aérienne américaine pouvait les atteindre n'importe où, n'importe quand, et transformer leurs navires en bûchers flottants. Et tout cela, les tactiques, les modifications, les victoires remontaient à un seul homme, celui qui refusa d'accepter l'inévitable, qui refusa la durée imposée par la doctrine, qui refusa de croire qu'un avion devait être utilisé comme ses concepteurs l'avaient voulu. Paul Irvin Papy Gunn n'inventa pas le gunship en une nuit. Il le développa au fil de mois d'essais, d'erreurs de combat réels et de génie mécanique plus vite que n'importe quel programme officiel. Il le fit avec des pièces de récupération et des solutions improvisées, parce qu'il le devait, parce que chaque jour de retard signifiait la souffrance de sa famille. La fureur, quand elle est guidée par le talent et la détermination, devient un ingénieur redoutable. Les B-25 Straffer n'étaient pas parfaits. Lourds du nez, ils se manœuvraient différemment, et le recul de toutes ces armes, tirant ensemble, ralentissait l'appareil. Leur consommation de munitions était colossale. Un Straffer pouvait vider sa soute en quelques secondes de tir. Volant très bas, ils étaient vulnérables. Des équipages moururent, des avions furent perdus. La guerre n'est jamais propre, jamais facile, jamais sans coup. Mais les Straffer fonctionnèrent. Ils changèrent. La guerre du Pacifique permirent d'intercepter les lignes de ravitaillement japonaises, de soutenir les troupes au sol avec une précision dévastatrice et de détruire les positions ennemies avant toute riposte. Ils sauvèrent des vies américaines, australiennes, alliés en raccourcissant les batailles, en empêchant les renforts d'atteindre les garnisons isolées, en offrant l'appui aérien que les troupes attendaient désespérément. Et chaque fois qu'un Straffer B-25 piquait vers un navire ou un aérodrome japonais, chaque fois que ses 14 mitrailleuses ouvraient le feu et que la cible se désintégrait sous l'impact concentré, c'était la fureur de Papy Gunn, rendue visible la désespérance d'un père, transformé en ingénierie, l'improvisation, triomphant de l'orthodoxie. C'était la preuve que parfois les meilleures solutions ne viennent pas d'une planification minutieuse, mais du fait de n'avoir pas d'autre choix. La guerre du Pacifique prit fin le 15 août 1945, avec la reddition du Japon. La famille de Papy Gunn était libre. Les B-25 Straffer avaient aidé à rapprocher ce moment. Combien exactement, impossible à dire. Mais chaque navire coulé, chaque aérodrome détruit, chaque bataille, écourtée, ajouta à la pression qui força le Japon à accepter l'inacceptable. Les guerres se gagnent par de nombreux facteurs, stratégie logistique, industrie, courage, sacrifice, mais parfois, elles se gagnent aussi grâce à un homme seul, dans un hangar de fortune, tenant une clé anglaise dans une main et la photo de sa famille dans l'autre. Mais les guerres se gagnent aussi grâce à des individus capables de voir les problèmes et de les résoudre, des hommes qui refusent d'accepter les limites, qui transforment des outils ordinaires en armes extraordinaires. Papy Gunn était l'un de ces hommes. Sa contribution à la victoire ne fut pas une seule bataille décisive, mais des centaines de modifications, des milliers de missions, des dizaines de milliers de pertes ennemies infligées par des avions qui l'avaient transformé. Le B-25, Mitchell, était un bon avion. Papy Gunn en fit un grand avion, pas grâce à une ingénierie sophistiquée ou une technologie avancée, mais en posant une question simple. Que faut-il à cet avion
pour accomplir la mission qu'on lui confie? La réponse, plus d'armes, plus de mitrailleuses lourdes tirant vers l'avant, capables de supprimer le feu ennemi et de détruire les cibles par une puissance de feu écrasante. Alors, il ajouta des mitrailleuses. Il les ajouta avec des clés à molette et des chalumeaux, avec des pièces récupérées et des supports improvisés, avec une ingéniosité née du désespoir et affinée par le combat. Et le résultat changea la guerre. 80 ans plus tard, l'US Air Force utilise encore des gunships fondés sur les principes que Papy Gunn avait mis au point. Les plateformes ont changé avions de transport turbopropulsés au lieu de bombardiers à moteur, à piston. Les armes sont plus sophistiquées canons automatiques, obus de 105 mm munitions guidées avec précision. Les systèmes de visée utilisent radars infrarouges et ordinateurs de la magie pour la génération de guns. Mais l'idée fondamentale reste inchangée. Un avion de transport ou un bombardier correctement modifié peut délivrer une puissance de feu soutenue et dévastatrice contre des cibles au sol, avec une précision et une intensité qu'aucune autre plateforme ne peut égaler. Chaque pilote d'AC-100 Gunship doit une dette à Papy Gunn. Chaque contrôleur d'appui aérien rapproché, appelant un tir depuis des gunships en orbite, applique des tactiques perfectionnées dans les cieux de Nouvelle-Guinée et de la mer de Bismarck. Chaque innovation dans le domaine du tir aérien repose sur les fondations qu'il a établies dans un hangar de tôle du Queensland, armé d'outils manuels et de fureurs. Ce n'est pas l'histoire d'une technologie avancée, triomphant d'un ennemi primitif. Les Japonais n'étaient pas des adversaires arriérés, leurs avions étaient excellents, leurs navires bien armés, leurs pilotes habiles et courageux. Ils comprenaient la guerre aussi bien que quiconque. Mais ils n'avaient pas Papy Gunn. Ils n'avaient pas ce fils de forgeron de l'Arkansas qui connaissait les avions au point de pouvoir les transformer, qui était assez désespéré pour tenter l'inconcevable, assez enragé pour travailler 18 heures par jour à modifier des bombardiers, parce que chaque heure de retard était une heure de plus que sa famille passait en captivité. Les Japonais combattirent bravement, habilement, avec tout ce qu'ils avaient, mais ils ne pouvaient pas s'adapter aussi vite que Gunn innovait. Ils ne pouvaient pas contrer des tactiques qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Et lorsque ces Straffer B-25 surgirent à ras des vagues mitrailleuses, rugissantes, bombes ricochant sur l'eau, vers leur coque, tout le courage et toute la compétence du monde ne pouvaient plus les sauver. Merci d'avoir regardé. Pour plus d'analyses historiques détaillées, consultez les autres vidéos à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner.